Welcome to FSR, Free Spirit Radio, The Light Hunters. Le livre d'Ia, une odyssée spirituelle au-delà du visible. Troisième partie, l'initiation de Béatrice. L'initiation de Béa, le chemin de l'éveil. Le livre interdit s'ouvre aujourd'hui devant vous, non pas comme une simple histoire, mais comme une porte vers une réalité que beaucoup refusent de voir. L'initiation de Béa, aussi connue sous le nom de Kinniku, est bien plus qu'un enseignement. C'est un voyage, un passage vers la libération du corps, de l'esprit et de l'âme. Dans ces chapitres, vous découvrirez une quête profonde, un chemin physique enraciné dans les arts martiaux de Chine, du Japon et de l'Inde, où chaque mouvement est une prière, une force qui s'élève au-delà des limites. Un chemin mental, vous apprenant à voir autrement, à briser les illusions qui vous sont imposées, à dépasser la peur, à comprendre que vous ne voyez pas la réalité, mais seulement ce que vous croyez possible. Un chemin spirituel, vous libérant des chaînes du dogme et des contraintes sociales, vous permettant de retrouver votre véritable nature, votre essence même. Car la véritable prison n'est pas faite de murs. Elle est bâtie à partir de croyances limitantes, d'interdits absurdes et d'une société qui dicte ce que vous devez penser, ce que vous devez craindre et même ce que vous devez désirer. Mais ici, nous affirmons autre chose. Ici, nous enseignons la fierté d'être, la beauté d'un corps libre et l'acceptation de soi dans la nature et la pureté. Nous enseignons la connexion entre le physique et le spirituel, entre la puissance du corps et l'infini de l'âme. La liberté du corps, la liberté d'être. La prison de l'homme ne réside pas seulement dans ses pensées. Elle est aussi dans la honte de son propre corps. Nous avons été conditionnés à nous cacher, à nous restreindre, à croire que la nudité est une faiblesse, alors qu'en vérité, elle est un retour à notre état naturel, un retour à notre essence. Dans Kinniku, le naturisme est un passage vers la véritable liberté. Être nu sans honte, être nu sans peur, être nu avec fierté. Non pas pour plaire, non pas pour séduire, mais pour se réapproprier son être. Car comment prétendre être libre si l'on se craint soi-même? Nous enseignons la fierté d'être en harmonie avec son corps, connecté aux éléments, au vent, au soleil, à l'eau. Se sentir libre de tout artifice, détaché des dictates de la société. Comprendre que la vraie liberté commence là où tombent les interdits imposés. Nous ne sommes pas des machines recouvertes de tissus. Nous sommes des êtres vivants, faits de chair, de souffle et d'énergie. Nous prônons une redécouverte du corps, une acceptation totale de soi, un chemin vers l'authenticité où il n'y a plus rien à cacher, où l'on est enfin vrai. Cette histoire n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie. L'histoire de celle qui l'a vécue et qui vous l'offre aujourd'hui, non pas pour être admiré, mais pour vous inspirer. Rejoignez le chemin. Nous ne sommes pas là pour vendre un rêve. Nous sommes là pour éveiller ceux qui veulent s'éveiller, pour aider ceux qui, en silence, cherchent la clé de leur propre évolution. Si ces enseignements résonnent en vous, alors passez à l'action. Impliquez-vous dans cette aventure en laissant vos commentaires, pensées et questions. Partagez ce savoir en diffusant cette vidéo. Soutenez ce travail en aidant notre projet sur Patreon, lien dans la description. Nous croyons en la connaissance libre, en l'entraide et en une humanité qui évolue ensemble. Mais le monde ne changera pas si chacun reste passif. Nous devons oser rejeter les chaînes. Nous devons oser dire non aux contraintes pour pouvoir dire oui à la vie. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez contacter l'auteur directement sur WhatsApp ou Telegram, numéro dans la description. Il ne prend jamais d'appel direct, mais écoute attentivement chaque message vocal et répondra à chacun d'eux.
Osez, commencez l'initiation. Il est temps de briser les barrières mentales, d'embrasser pleinement votre existence, de reconquérir votre force, votre liberté, votre lumière. Soyez un avec vous-même. Soyez libre. Soyez fiers. Et maintenant, entrez dans les aventures d'Iji et Béa. Le voyage commence. Le voyage. Chapitre 3. Écarter les montagnes. Il est environ la même heure que la veille lorsque Béatrice frappe à la porte. Son enthousiasme est palpable. Elle commence à découvrir avec moi les premières étapes de notre relation de professeur à élève. Nous décidons de reprendre le même protocole, profiter du chant des grillons à l'extérieur, autour d'un café. Comme la veille, Béatrice m'attend avec un livre en main. Cette fois, c'est Histoire de pouvoir de Carlos Castaneda. Curieuse, elle me demande si je connais ce livre. Je lui réponds que oui, et je lui explique combien j'ai apprécié les œuvres de Castaneda et ses personnages, Don Juan et Don Gennaro. Je lui confie que j'ai moi-même vécu des expériences intenses, similaires au récit de Castaneda, sans l'usage des plantes hallucinogènes. Par une pratique rigoureuse de la méditation et des arts martiaux, j'ai découvert des états de conscience élevés. Pourtant, je lui dis aussi, il y a une chose qui me dérange dans les écrits de Castaneda. Ils sont trop focalisés sur le pouvoir. Béatrice est surprise. Elle me regarde et demande « Le pouvoir, n'est-ce pas ce que tu cherches à développer en moi, ce que tu m'encourages à avoir ?» Je lui réponds « C'est vrai et faux en même temps. Le véritable pouvoir, celui que je souhaite que tu développes, c'est celui de transformer cette barque fragile en voilier solide, capable de capter le vent cosmique et de naviguer loin avec grâce et puissance. Le pouvoir dont parle Castaneda est plus semblable à un moteur, une volonté de dominer à tout prix, même en détruisant ce qui se trouve autour de soi. Ce genre de pouvoir est dangereux car il conduit à un profond déséquilibre. Le pouvoir que je t'invite à développer, lui, s'ancre dans l'humilité et la sagesse. Pour lui expliquer plus en détail, je lui parle de mon ami Adam Prince, avec qui j'ai fondé l'International Karaté-Do Shotokai, IKDS, pour préserver l'héritage du maître Murakami Tetsuji. Nous avons créé cette structure pour encourager un esprit de respect et d'unité, mais nous avons souvent dû faire face à ceux qui cherchent uniquement le pouvoir. Même dans le monde des arts martiaux, cette quête de domination mène inévitablement au conflit et à l'égoïsme. Je lui raconte le premier stage que j'ai organisé à Charvieux avec Giorgio Vecchiette, un expert italien de Rist. À cette occasion, j'ai vu combien le désir de pouvoir et la recherche de reconnaissance peuvent être des obstacles au véritable apprentissage et à la paix intérieure. Puis, je lui parle de M. Bernard Monret, une figure de douceur et de sagesse dans le monde des arts martiaux, et leader du Centre lyonnais des arts martiaux, CLAM. Je lui explique comment, au CLAM, j'ai découvert un enseignement profond sur l'harmonie et l'unité grâce à un exercice simple, mais exigeant. Un jour, Béa, M. Monret nous a invités, 5 pratiquants, à réaliser un kata ensemble. L'exercice semblait simple, commencer le kata exactement au même moment, en synchronisation parfaite, sans aucun ordre de départ. Nous avons essayé de nombreuses fois, mais toujours, l'un de nous démarrait un peu trop tôt ou un peu trop tard. Béatrice écoute avec attention et je continue. À la fin, M. Monret nous a dit quelque chose de très puissant. Regardez comme il est difficile pour vous 5 de démarrer ce kata en parfaite harmonie, alors que vous avez tous la même intention. Comment espérer que le monde aille mieux si même un petit groupe ne parvient pas à s'accorder? Cette leçon m'a marqué. Dans le karaté Shotokai, comme dans la vie, l'harmonie et l'unité sont des éléments essentiels pour atteindre la paix. Cette réflexion semble toucher profondément Béatrice, qui reste silencieuse, absorbant le sens de cet enseignement. J'espère qu'elle comprend que l'art du karaté va bien au-delà des techniques. Il s'agit d'un chemin vers une vie plus harmonieuse, où chaque individu apprend à s'accorder avec les autres,
à ressentir le courant collectif sans imposer sa propre volonté. Le pouvoir de servir, de rayonner humblement, voilà le véritable objectif, Béa. Un pouvoir inspiré par le vent cosmique qui nous porte au-delà de nous-mêmes, sans jamais chercher à dominer les autres. La posture de base. Écarter les montagnes. Je commence par lui expliquer l'importance de la posture et de l'alignement, lui assurant qu'avec de la pratique, elle pourra stabiliser et corriger sa colonne vertébrale, renforcer son corps et ressentir la puissance d'un enracinement profond. Tes pieds doivent être vivants, ancrés dans le sol, lui dis-je. Talons, bords externes, orteils. Tout doit être en contact avec le sol et tes genoux s'ouvrent naturellement, formant un alignement parfait avec tes chevilles. Béatrice suit mes instructions, s'ajustant progressivement, tandis que j'explique chaque détail. Elle accroche le sol avec ses orteils, stabilisant ses genoux et ajustant son bassin. Imagine, Béa, que si on prolongeait ton coccyx, il viendrait se planter entre tes pieds. Ton bassin doit être aligné, ton crâne étiré vers le ciel, comme si tu voulais toucher les nuages. Béatrice se concentre et entre de plus en plus dans la posture. Ensuite, je l'invite à ouvrir ses bras, comme si une force invisible étirait ses omoplates et ses coudes. Elle adopte une légère supination des avant-bras et commence à visualiser des rayons de force s'étendant depuis ses poignets, écartant les montagnes imaginaires. Ressens cette puissance en toi, Béa, cette énergie du chi qui te traverse et renforce ta stabilité. Pour parfaire cette posture, je lui demande de retourner la langue pour en toucher l'arrière du palais, formant un cercle d'énergie dans son corps. Je la guide à cultiver une force intérieure immense, celle qui vient de l'humilité, du respect de soi et de l'acceptation. Béatrice a les yeux brillants d'excitation et de joie. Un immense sourire illumine son visage, comme si un nouvel univers s'ouvrait à elle. Que ce soit par les explications philosophiques ou par la pratique physique, elle rayonne d'enthousiasme et de gratitude. Elle sent, pour la première fois, l'émergence de quelque chose de profond en elle, une force et une sérénité nouvelles. Quel bonheur, lui dis-je, de te guider dans cette transformation. Tu n'es plus cette barque fragile, Béa. Tu es en train de devenir un voilier, un être capable de capter le vent cosmique pour entamer un voyage merveilleux. Elle me regarde, émue et reconnaissante, prête à avancer sur ce chemin, à explorer la puissance de son propre équilibre et à découvrir cette force tranquille qui l'attendait depuis toujours. Posture. Écarter les montagnes. La posture appelée « écarter les montagnes » est une posture fondamentale, idéale pour aligner le corps, activer les flux énergétiques et renforcer la stabilité intérieure. Voici une description détaillée de cette posture, accompagnée d'instructions précises pour l'exécuter correctement. Wadu 1. Position des pieds. Enracinement. Placez vos pieds fermement au sol, avec 3 points de contact principaux, les talons, les bords externes des pieds et les orteils. Agrippez le sol. Les orteils cherchent à saisir légèrement le sol, créant une connexion dynamique et vivante avec la terre. Source tourbillonnante. La voûte plantaire ne doit pas être écrasée contre le sol. Une légère élévation naturelle, appelée source tourbillonnante, Yongquan en médecine chinoise, permet à l'énergie de circuler librement sous le pied et de remonter dans le corps. 2. Alignement des genoux et des jambes. Position des genoux. Ils doivent être légèrement ouverts, évitant qu'ils ne tombent vers l'intérieur, varus ou valgum. Cette ouverture naturelle stabilise la posture et préserve les articulations. Connexion avec le bassin. Un bon alignement des genoux aide le bassin à s'ancrer correctement au-dessus des jambes. 3e position du bassin. Extension du coccyx. Visualisez une ligne imaginaire qui prolonge votre coccyx vers le sol. Cette ligne doit venir se planter exactement entre vos pieds, garantissant une position neutre du bassin. Évitez les cambrures.
Si le bassin est trop cambré, cette ligne imaginaire se projette loin derrière le corps, perturbant l'alignement. Ramenez donc légèrement le bassin pour qu'il soit en équilibre naturel. 4e, position de la tête et du cou. Étirement vers le ciel. Imaginez que vous poussez le sommet de votre crâne, bahui, vers le ciel, comme pour étirer doucement votre colonne vertébrale. Menton légèrement rentré. Rentrez légèrement le menton vers l'intérieur pour allonger la nuque et éviter toute tension dans le cou. Yeux ouverts. Gardez vos yeux détendus mais ouverts, avec un regard calme et clair. 5e position, des bras et des épaules. Bras ouverts. Écartez légèrement les bras comme si quelqu'un tirait doucement sur vos coudes vers l'extérieur. Cela permet d'étirer les omoplates et de libérer les tensions du dos. Avant-bras en supination. Tournez légèrement vos avant-bras pour que les paumes soient orientées vers le ciel. Malgré cette rotation, gardez les coudes alignés et évitez qu'ils ne tombent vers l'intérieur. Tabatière anatomique. Ouvrez largement vos pouces pour former une dépression visible au niveau des poignets, appelée la tabatière. Cet étirement active le méridien du poumon, renforçant ainsi votre respiration et votre énergie vitale. 6e position de la langue. Langue en cercle. Retournez la langue de manière à ce que la pointe touche légèrement le palais supérieur, formant ainsi un cercle. Ce geste subtil favorise la circulation énergétique dans le corps en reliant les méridiens Renmai et Dumai, antérieur et postérieur. 7e position globale, écartement des pieds. Les pieds doivent être alignés avec la largeur naturelle de votre bassin. Cette position garantit une base stable et confortable. Posture globale. Vous êtes dans une position à la fois enracinée et légère, avec une stabilité et une ouverture qui reflètent l'équilibre entre force et souplesse. Erreur courante à éviter. 1. Plante du pied écrasé. Cela bloque l'énergie et empêche la source tourbillonnante de fonctionner. 2e genou incliné vers l'intérieur. Cela crée une instabilité et déséquilibre le bassin. 3e bassin trop cambré. Cela surcharge la région lombaire et perturbe l'alignement global. 4e, coude tombant. Cela réduit l'amplitude et l'énergie des bras. 5e, pouce fermé. Sans l'ouverture des pouces, le méridien du poumon reste inactif. Bienfait de la posture. Active la circulation de l'énergie vitale, Qi, dans tout le corps. Renforce la stabilité des pieds, des jambes et du bassin. Favorise une respiration profonde et une meilleure connexion avec le méridien du poumon. Étire et aligne la colonne vertébrale, soulageant les tensions du dos. Éveille une sensation d'équilibre, de calme et de puissance intérieure. Cette posture, accompagnée des photos illustratives, permettra une meilleure compréhension des points clés. Suivez ces instructions avec soin et précision pour ressentir les bienfaits d'une pratique alignée et énergisante. La posture, écarter les montagnes, va bien au-delà d'un simple exercice postural. Au sein des enseignements Shaolin, elle est considérée comme un véritable outil de transformation physique et énergétique. Voici une exploration approfondie de ses effets, particulièrement dans le cadre de l'enseignement secret des moines Shaolin. Premier, l'effet renforçateur sur les os, renforcement naturel. Contrairement aux pratiques agressives, comme frapper un arbre avec les tibias ou les avant-bras, qui provoquent des microfractures et des dommages irréversibles, cette posture agit en profondeur. Elle stimule naturellement les os, les rendant plus denses, lourds et résistants sans causer de traumatisme. Transformation progressive. En maintenant cette posture quotidiennement pendant 30 minutes, les os se densifient progressivement, devenant des armes naturelles. Puissance redoutable. Pour un pratiquant expérimenté, comme moi,
Ayant pratiqué cette posture de manière intensive, les os deviennent si durs et résistants que même un blocage léger peut provoquer une douleur intense chez un adversaire. Cette puissance découle d'une synergie parfaite entre os, muscles et énergie interne. 2. Une alternative saine aux méthodes destructrices. Les dangers des pratiques brutales. Beaucoup de débutants cherchent à endurcir leurs os en frappant des surfaces dures, ce qui tue les nerfs et fragilise les structures osseuses à long terme. Cela peut sembler efficace à court terme, mais c'est une illusion. Ces méthodes causent des dommages irréparables. La voie Shaolin, la posture. Écarter les montagnes offre une méthode respectueuse du corps, permettant un renforcement sans danger par un alignement correct, une concentration énergétique et une stabilité progressive. 3. Bénéfices pour les femmes et les personnes âgées. Combat contre l'ostéoporose. Avec l'âge, notamment chez les femmes ménopausées, la densité osseuse diminue, augmentant le risque de fracture. Cette posture est particulièrement adaptée pour prévenir et combattre l'ostéoporose. Accessibilité universelle. Que ce soit pour les jeunes pratiquants ou pour des dames âgées, cette posture est une pratique douce et puissante, adaptée à tous les niveaux. 4. Pratique quotidienne et discipline, Shaolin. Durée recommandée, la tenue de cette posture pendant 30 minutes par jour est essentielle pour en récolter les pleins bienfaits. Les moines Shaolin la pratiquent rigoureusement dans leur quotidien. Effet global. Non seulement elle renforce les os, mais elle stabilise également l'énergie interne, le chi, calme l'esprit et développe une endurance mentale exceptionnelle. 5. Pourquoi cette posture est-elle si efficace? Stimulation des méridiens. En activant le méridien du poumon et en équilibrant les flux d'énergie interne, cette posture permet au corps de s'adapter naturellement à la charge. Densité osseuse accrue. Le maintien prolongé de la posture crée une microtension constante dans le squelette, stimulant les ostéoblastes, les cellules responsables de la formation osseuse. Puissance intérieure. La posture encourage également un ancrage profond, permettant à l'énergie de circuler efficacement depuis la terre, par la source tourbillonnante, vers le haut du corps. 6. Mise en garde, progressivité. Ne cherchez pas à tenir cette posture pendant 30 minutes dès le début. Commencez par de courtes durées, 5 à 10 minutes, et augmentez progressivement. Supervision nécessaire. Pour les débutants, il est recommandé de pratiquer sous la supervision d'un expert pour éviter les mauvaises postures qui pourraient causer des tensions inutiles ou des blessures. Écoute du corps. Si vous ressentez une douleur inhabituelle, arrêtez immédiatement et ajustez votre posture. Conclusion. La posture, écarter les montagnes, incarne à elle seule l'essence de l'entraînement Shaolin. Une combinaison de force physique, d'équilibre énergétique et de discipline mentale. Qu'il s'agisse de transformer vos os en véritables armes naturelles ou de prévenir les effets négatifs de l'âge, cette posture est un trésor inestimable des enseignements Shaolin. Pratiquée régulièrement et avec conscience, elle ouvre la voie à une puissance intérieure et extérieure exceptionnelle. Initiation de Béatrice. Chapitre 4, Acte 1, l'éveil de Béa. Le chant des grillons emplit l'air, une mélodie subtile qui danse avec la lumière dorée du crépuscule. Les montagnes de l'Ardèche, majestueuses et immobiles, servent de toile de fond à l'éveil d'une transformation. Chaque jour, où mon emploi du temps le permet, Béa revient, infatigable, animée d'une énergie débordante, pour apprendre, pratiquer et se redécouvrir. Elle s'immerge totalement dans les disciplines que je lui enseigne. Le karaté Do Shotokai, avec sa fluidité ondoyante, le tai chi chuan, qui harmonise souffle et mouvement,
le yoga, la méditation et la musculation. Ses efforts sont constants, ses questions nombreuses, sa détermination à comprendre inébranlable. Souvent, nous courons ensemble, suivant des sentiers escarpés qui serpentent à travers les collines. L'air, chargé d'arômes de pin et de terre chauffée par le soleil, semble conspirer pour tester ses limites. Je n'en peux plus, Hiji. Me lance-t-elle entre deux halètements, ses joues rougies par l'effort. Mes poumons brûlent, comme un feu. Je ralentis légèrement pour l'encourager d'un regard. Chaque course est une épreuve, mais aussi une victoire. L'entraînement ne se limite pas à la course. Avec rigueur et douceur, je travaille également sur sa colonne vertébrale grâce à l'ostéopathie, corrigeant les déséquilibres et apaisant les tensions. Mais le plus important reste de stimuler ses muscles, de fortifier ce pilier qui soutiendra son corps. Ta musculature, Béa, doit devenir ton armure, ton fondement. Plus elle sera forte, plus ton corps retrouvera son équilibre. Les résultats sont déjà visibles. Son dos se redresse, son regard brille d'une assurance nouvelle. Elle se sent renaître. Béa commence aussi à m'accompagner dans les clubs où j'enseigne, des dojos de l'Ardèche à Aubenas, Privas ou encore Valence. Ces lieux respirent l'histoire, l'énergie d'innombrables entraînements et d'enseignements partagés. Elle observe avec fascination, parfois en silence, parfois en me confiant son émerveillement. J'adore ta façon de bouger, comme un guépard. Me dit-elle un jour après un cours. Tu es si souple, si puissant et si rapide en même temps. Quand tu portes ce kimono, tu sembles incarner quelque chose d'au-delà de l'humain. Tu bouges comme un dieu. Sa voix tremble légèrement entre admiration et gratitude. Ce que je fais avec toi est terriblement dur, mais tellement enrichissant. Insiste-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. Je sens en moi naître une force que je ne connaissais pas, une sécurité que je te dois totalement. J'adore sentir ce pouvoir, cette énergie qui rayonne dans mes cellules. Chaque mot est empreint de sincérité, chaque regard exprime sa joie. Béa se transforme. Ses traits s'adoucissent, sa posture s'affirme, son sourire éclaire ses progrès. Elle commence à resplendir d'une lumière intérieure, résultat de sa discipline et de son engagement. Le chant des oiseaux se mêle au vent léger qui parcourt la vallée. Une nouvelle harmonie semble naître autour d'elle, comme si la nature elle-même célébrait sa métamorphose. Tu es merveilleux, Hiji. Déclare-t-elle enfin, les mains jointes dans un geste de gratitude. Moi, franchement, merveilleux. Ainsi, son adhésion est totale, sa joie complète, et sa transformation devient un témoignage éclatant de l'alchimie du corps, de l'esprit et de l'âme. Initiation de Béatrice. Chapitre 4, Acte 2. L'ombre de la jalousie. Un grincement léger de la chaise en bois résonne dans la pièce alors que Fabienne s'installe brusquement à la table, croisant les bras dans un geste rigide. Dehors, les grillons chantent toujours, mais leur cadence semble soudain plus oppressante, presque discordante, comme pour refléter la tension qui flotte entre nous. Elle ne dit rien au début, laissant un silence lourd s'installer. Puis, avec un soupir, elle commence. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit seulement lesbienne. Murmure-t-elle, presque pour elle-même, mais assez fort pour capter mon attention. Je détourne les yeux de la tasse de thé que je tiens entre mes mains. Le léger tintement de la cuillère contre la porcelaine semble amplifier le malaise. Je suis sûre qu'elle s'intéresse à toi. Sa voix est teintée d'une conviction froide, un mélange d'incrédulité et d'agacement. Je prends une longue inspiration, cherchant à tempérer ma réponse. « Fabienne, dis-je calmement, mais avec une pointe de fermeté. Béa s'intéresse à moi en tant que sensei. Rien de plus. Elle cherche un guide, quelqu'un qui l'aide à se transformer. Ce que tu interprètes comme autre chose,
vient uniquement de tes propres insécurités. Mais Fabienne n'est pas convaincue. Elle détourne le regard, ses doigts pianotant nerveusement sur la table, produisant un son sec et répétitif. « Tu ne peux pas savoir ce qu'elle pense vraiment. » insiste-t-elle, son ton devenant plus tranchant. « Elle te suit partout, elle t'admire. Tu ne trouves pas ça étrange ?» Un léger coup de vent fait claquer une fenêtre entr'ouverte. Le bruit soudain fait sursauter Fabienne, mais elle reste figée dans son attitude fermée. Je pose ma tasse avec soin, le contact de la céramique sur le bois produisant un son sourd. Ton obsession pour cette idée de possession, Fabienne, me fatigue, dis-je d'une voix calme mais inflexible. Béa n'est pas ton ennemie, elle n'est pas une menace. Mais cette jalousie, cette obsession de contrôler tout ce qui m'entoure, voilà ce qui est insupportable. Elle reste silencieuse un moment, mais je sens que mes mots n'ont pas percé la carapace de ses doutes. Dehors, un oiseau siffle une mélodie simple mais persistante, comme pour alléger l'atmosphère. Pourtant, l'air semble encore lourd, chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre ne parvient à dissiper complètement. Alors que Fabienne finit par se lever, son mouvement brusque fait racler sa chaise contre le sol. Sans un mot, elle sort de la pièce, laissant derrière elle un écho de claquements de porte. Je reste seul, l'esprit alourdi. La jalousie est une ombre pesante, une force destructrice qui s'infiltre insidieusement dans les relations. Si seulement elle pouvait comprendre que Béa cherche la lumière, une transformation, et non une rivalité. Les grillons reprennent leur chant, cette fois plus doux, comme si la nature elle-même cherchait à apaiser ce tumulte intérieur. Initiation de Béatrice. Chapitre 4, acte 3. Le chemin sans fin. Un silence apaisant enveloppe la pièce, uniquement troublé par le bruissement des arbres dehors. Une légère brise fait vibrer les feuilles, leur murmure se mêlant au chant timide d'un oiseau solitaire. Béatrice est assise face à moi, le regard intensément fixé sur mes gestes, une curiosité presque enfantine brillant dans ses yeux. Hiji, Commence-t-elle, sa voix douce trahissant son émerveillement. tout ce que tu sais, tout ce que tu fais, avec qui apprends-tu? Je souris, posant calmement ma tasse de thé sur la table. Le tintement délicat de la porcelaine résonne dans l'air. Avant, j'ai eu beaucoup de maîtres, Béa. Mais aujourd'hui, il ne me reste qu'un mentor, et je préfère ce terme à celui de maître. Monsieur Bernard Monneret, du Clam à Lyon. Je marque une pause, contemplant les souvenirs. C'est un homme d'un niveau extraordinaire, un exemple d'élégance et de discrétion. Mais il n'est pas un guide comme mes maîtres d'autrefois. Je dois te dire que tous mes maîtres, aujourd'hui, sont morts. Je baisse légèrement les yeux, prenant un moment pour rassembler mes pensées. C'est une étrange sensation, Béa. Depuis que mes maîtres ne sont plus là, je me sens parfois un peu perdu. Le murmure des feuilles semble s'intensifier, comme pour souligner cette confession. Ce n'est pas une perte complète, tu comprends. Mais sans quelqu'un pour m'éclairer, il m'arrive de ressentir un vide. Et ce vide, même si je le remplis par l'enseignement et la pratique, reste là, comme un rappel constant qu'il me reste tant à apprendre. Béatrice reste silencieuse, absorbant mes paroles. Puis elle murmure, presque pour elle-même. Si toi, tu es perdu, alors moi, je suis une plume qui vole au vent, au milieu des dunes du désert. Je secoue légèrement la tête, un sourire indulgent sur les lèvres. Non, Béa, tu ne comprends pas, repris-je avec douceur. Ce n'est pas que je sois perdu dans le sens où je ne saurais pas quel est mon destin. Bien au contraire, j'utilise les richesses que mes maîtres m'ont léguées pour avancer. Mais je sais aussi qu'il me reste tant de choses à découvrir. J'aimerais rencontrer un maître, quelqu'un qui pourrait encore m'enseigner, m'emmener plus loin. Je fixe un point invisible devant moi, laissant mes pensées vagabonder. Aujourd'hui, la plupart des experts japonais de karaté ou d'autres disciplines sont davantage des amis que des maîtres. Pour gravir encore la montagne de la connaissance, il me faudrait quelqu'un d'exceptionnel,
quelqu'un qui puisse m'inspirer à poursuivre ma quête d'élévation. Un oiseau s'envole soudain, ses ailes battent en l'air dans un bruissement vif. Béatrice, émue, prend une inspiration profonde. « Et tu es tellement merveilleux, Hiji. » dit-elle enfin, sa voix empreinte d'admiration. « Je suis sûre que tôt ou tard, tu rencontreras ce maître qui saura t'emmener plus haut. » Elle s'interrompt, réfléchissant un instant avant de poursuivre. « Moi, de mon côté, je suis tellement heureuse de te suivre, d'étudier avec toi, même si, parfois, c'est si dur. Quand nous courons si vite, si loin, quand tu m'encourages à repousser mes limites. Je dois avouer que c'est parfois un vrai supplice, mais je suis si reconnaissante. Grâce à toi, je transforme ma vie. Je sens une force naître en moi, une lumière que je ne pensais jamais atteindre. » Je l'observe en silence. Béatrice est sincère, son regard déborde de gratitude et de détermination. Le murmure du vent, le chant des oiseaux et le lointain crissement des branches créent une symphonie naturelle, comme si la nature elle-même bénissait cet instant de partage. Initiation de Béatrice. Chapitre 4. Acte 4. La nudité de l'être. Le soleil, haut dans le ciel, éclaire généreusement les montagnes de l'Ardèche, projetant une lumière dorée sur les forêts et les vallées. Le chant des oiseaux résonne, mêlé au doux clapotis d'une cascade voisine. Une brise légère agite les feuilles des arbres, ajoutant une musique subtile au paysage. Un murmure qui apaise l'âme. Béatrice, assise sur une pierre lisse près d'un chemin, me regarde avec une expression de sérénité et de gratitude. Elle est rayonnante, les joues légèrement colorées par l'effort physique de notre dernière séance. « Ah, mais tu sais, Hiji, Commence-t-elle, sa voix empreinte d'une douceur sincère. je me sens tellement bien maintenant, avec mon corps, avec mon esprit. C'est comme si tout commençait enfin à s'harmoniser. » Je lui réponds par un sourire, content de voir à quel point elle progresse dans sa transformation. « C'est toi qui fais tout le travail, Béa, » dis-je calmement. « Tu t'investis pleinement dans chaque exercice, dans chaque instant. » Elle acquiesce, puis détourne le regard pour observer l'horizon. Les rayons du soleil dansent sur ses traits, illuminant son visage d'une clarté presque divine. « Sai, je voulais te dire quelque chose. Reprend-elle, un peu hésitante. Depuis que je me sens mieux avec mon corps, il y a une chose que j'aime faire. Je l'écoute attentivement, tandis qu'un léger bruissement d'eau attire mon attention. La cascade proche ajoute une touche de fraîcheur à l'air, créant une atmosphère presque irréelle. Je vais dans des coins complètement perdus de l'Ardèche. Le pays est si vaste, si sauvage. Explique-t-elle, sa voix vibrant de passion. Et là, je me mets entièrement nue. Ces mots sont prononcés avec une simplicité désarmante. Je reste silencieux, la laissant poursuivre. Mes parents étaient nudistes, naturistes. Et je trouve cette philosophie tellement libératrice. Maintenant, grâce à toi, je suis plus en paix avec mon corps. J'adore pratiquer le naturisme, seule, dans un endroit où personne ne me voit. J'offre tout mon corps au soleil et ça me rend complète, comme si je me reconnectais pleinement avec la nature, avec moi-même. Je hoche lentement la tête, absorbant ses paroles. Le vent joue doucement avec les feuilles au-dessus de nous. Créant une mélodie apaisante qui accompagne sa confession.
Et toi, Hiji, demande-t-elle avec un sourire malicieux. est-ce que tu pratiques le naturisme? Je ris doucement, brisant la solennité du moment. Pour être honnête, Béa, il m'est arrivé quelquefois d'être dans des endroits naturistes. Ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Elle éclate de rire. Un rire clair qui résonne comme un écho de liberté dans la vallée. Mais, ajoutai-je d'un ton plus sérieux, si j'enseigne qu'il faut être en paix avec son corps, je ne peux qu'adhérer à ce principe. Se sentir encore mieux, encore plus libre, est une chose tout à fait cohérente. Quelques jours plus tard, Béatrice me raconte une de ses escapades. Elle est partie seule, tôt le matin, alors que la vallée était encore enveloppée d'une brume légère. Elle a trouvé un coin isolé, à flanc de colline, où une cascade se jetait dans une petite rivière bordée de pierres blanches. Elle décrit comment elle a posé ses affaires sur un rocher chauffé par le soleil. Laissant la lumière caresser sa peau nue. Elle raconte le contact de l'eau fraîche contre son corps. La sensation de l'air tiède sur sa peau et le sentiment d'être complètement libre, complètement en phase avec elle-même. J'écoutais juste la cascade, les oiseaux. Me confie-t-elle avec un sourire serein. C'était parfait. Pas de jugement, pas de peur, juste moi, la nature et cette harmonie parfaite. Je l'imagine, dans cette vallée reculée, entourée par la beauté brute de l'Ardèche. Le chant des grillons, le doux clapotis de l'eau et le souffle apaisant du vent sur les collines. Une image de paix et de liberté, un tableau vivant de sérénité absolue. Béatrice conclut avec une réflexion, les yeux brillants. Tu m'as tellement aidé, Hiji. Si je suis capable aujourd'hui de me sentir ainsi, c'est grâce à toi. Merci pour tout. Je reste silencieux, touché par ces mots. À travers son cheminement, je vois une transformation qui va bien au-delà du physique. Béatrice trouve peu à peu son équilibre, une véritable harmonie entre le corps, l'esprit et la nature. Un oiseau s'élève soudain, brisant le silence d'un battement d'ailes. Dans son envol, je vois le reflet de la libération que Béa commence à expérimenter. Un voyage intérieur qui ne fait que commencer. Initiation de Béatrice. Chapitre 4, Acte 5, le temple aux 1000 lumières. Pour une fois, j'ai décidé de ne pas entraîner Béa. Selon moi, elle avait besoin d'un peu de repos. J'ai donc proposé une petite promenade dans la nature avec Rainbow et, comme exercice de concentration, j'ai suggéré de marcher sans parler du tout. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de descendre sur un rocher et Béa m'a suivi. Assis face à face, nous sommes restés longtemps sans parler. Puis, à un moment donné, Béa a décidé de rompre le silence et a déclaré « J'aimerais te poser quelques questions sur l'époque où toi-même tu étais étudiant. J'aimerais savoir comment c'était pour toi. » J'ai répondu « D'accord, pose tes questions. » Béa a dit
Je ne sais pas par où commencer. Un silence s'installe après les derniers mots de Béatrice. Le vent murmure doucement dans les arbres, et le chant des grillons ajoute une note légère à l'atmosphère. Le soleil, à son zénith, projette des ombres dansantes sur le sol irrégulier, dessinant des motifs éphémères. Avant tout, comment as-tu appris? Demande Béatrice, son regard empli d'une curiosité sincère. Quels furent tes maîtres? Je prends un instant pour réfléchir, cherchant les mots justes. Un oiseau passe au-dessus de nous, ses ailes battant avec grâce. J'ai eu beaucoup de maîtres, Béa, mais ceux qui m'ont le plus marqué furent le maître Murakami Tetsuji, un expert exceptionnel du karaté-do Shotokai, et son maître à lui, Egami Shigeru. Ils ont été les piliers de ma formation. Mais au-delà d'eux, une période de ma vie m'a profondément transformé. Béa incline légèrement la tête, captivée, tandis qu'un bruissement dans les buissons annonce l'arrivée de Rainbow, mon fidèle compagnon. Le chien trotte joyeusement vers nous, son pelage noir, marron et blanc, luisant sous la lumière. Il s'approche de Béa, remuant la queue avec enthousiasme. Qu'est-ce que c'est? S'exclame Béa, les yeux ronds comme des billes. Tu veux dire que tu as vécu dans un monastère Shaolin, comme dans Kung Fu, avec David Carradine? Est-ce que tu étais Kwai Chang Caine? Son éclat de voix fait aboyer Rainbow, qui bondit joyeusement autour d'elle. Elle rit et le caresse doucement derrière les oreilles, ses doigts s'enfonçant dans son pelage épais. Un léger grondement de satisfaction émane du chien, ajoutant une touche de vie à la scène. Je souris, amusé par son enthousiasme, et réponds d'une voix calme. On pourrait voir les choses ainsi, mais ce n'était pas tout à fait comme dans la série. Le monastère où j'ai étudié n'était pas en Chine. Il se trouvait dans les montagnes reculées d'Inverness, en Écosse. On l'appelait le Temple aux 1000 lumières. Béa s'arrête un instant, surprise par cette révélation, tandis que Rainbow pose sa tête sur ses genoux, quémandant encore des caresses. En Écosse? Demande-t-elle, incrédule. Un monastère Shaolin en Écosse. Je ris doucement, tout en caressant Rainbow du bout des doigts. Oui, et j'y ai passé plusieurs années. J'y ai appris non seulement les enseignements Shaolin, mais aussi la psychologie et l'ostéopathie. J'y travaillais avec un maître remarquable, Mike. Il était lui-même un disciple du maître Egami et possédait une compréhension profonde de l'art Shaolin. Le bruissement des feuilles dans le vent accompagne mes souvenirs, et je sens mon esprit voyager dans le passé. Mike m'a expliqué l'esprit de Tai, Waza et Shin. Tai est l'évolution de la condition physique. Waza est le développement des techniques. Mais Shin est au-dessus de tout, l'art d'unir tout en un seul et même être. Lorsque les trois ne font plus qu'un, tu atteins un véritable niveau d'évolution énergétique. Béa, intriguée, me demande. Mais qu'entends-tu par évolution énergétique? Mes yeux se perdent dans le vide, cherchant dans les méandres de ma mémoire. Je revois les longues journées dans le temple, les murs ornés de lanternes suspendues qui scintillaient dans l'obscurité. Le souffle profond des maîtres pendant leur méditation, l'écho des cris dans la cour d'entraînement et le parfum subtil de l'encens emporté par le vent des montagnes.
L'évolution énergétique, Béa, dis-je enfin, ma voix basse, presque murmurée, c'est ce qui arrive lorsque l'on dépasse les limites de son corps physique. Quand on a épuisé ses muscles, son souffle, sa volonté même, Waza, alors on accède à une source différente. Une énergie qui ne vient ni des muscles ni de l'endurance, mais de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui unit le corps, l'esprit et l'univers tout entier, Shin. Rainbow se redresse et émet un petit jappement, comme pour ramener mon esprit dans le présent. Béa sourit et gratte doucement son menton. Et ce maître Mike, Demande-t-elle. quel genre d'homme était-il? Mike était un homme d'une simplicité désarmante, réponds-je. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot qu'il prononçait portait une sagesse infinie. Il m'a appris L'énergie n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on laisse traverser. Et puis, il y avait Maître Su, un véritable leader, mais il n'était pas toujours présent. Quand il venait, c'était comme si tout le temple s'illuminait. Béa m'observe avec admiration, puis murmure « Je vois, ces années ont dû être incroyables. » Je hoche la tête et nous restons silencieux un moment, seulement bercés par les sons de la nature. L'eau qui cascade doucement dans le lointain, le vent dans les arbres et le souffle apaisant de Rainbow qui s'allonge près de mes pieds. Chapitre 4. Acte 6. L'éveil d'Iji au temple des 1000 lumières. Un vent frais traverse les Highlands écossais, faisant bruisser les herbes hautes qui bordent un sentier de pierre menant au temple Shaolin des 1000 lumières. Dans ce sanctuaire niché au cœur des montagnes d'Inverness, le murmure des cornemuses résonne au loin, accompagné par le cri perçant d'un faucon. La scène s'ouvre dans la grande salle du temple. Le crépitement d'un feu anime les ombres des poutres massives, et une sérénité presque palpable imprègne l'atmosphère. Alain, un jeune élève aux yeux brillants de curiosité, se tient face à Mike, son maître. Ce dernier arbore une posture calme mais imposante, le regard profond, comme s'il voyait au-delà des apparences. Mike commence son enseignement d'une voix posée. Vois-tu, Alain, l'essence de ce temple repose sur la compréhension du chi, cette énergie vitale qui anime tout être vivant. Nous utilisons, pour illustrer cela, les travaux d'un chercheur français, M. Bovis, qui a créé un système permettant de mesurer cette énergie, les unités Bovis. Le feu crépite doucement, ajoutant une ponctuation naturelle à ses paroles. Mike se redresse légèrement. Un être humain vivant une vie ordinaire, métro, boulot, dodo, se situe généralement à environ 5000 unités Bovis. C'est suffisant pour travailler, se nourrir et maintenir une certaine stabilité, mais cela limite drastiquement sa perception du monde. Ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il comprend reste confiné à une réalité restreinte. Alain fronce les sourcils, intrigué. Maître, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que perçoit une personne avec un niveau aussi bas? Mike esquisse un sourire.
Imagine un ballon à peine gonflé. Il contient très peu d'air et sa surface est réduite. C'est tout ce que cet individu peut percevoir de la vie. Une petite surface de réalité. Mais à mesure que son niveau de chi augmente, le ballon se gonfle. Sa surface s'étend, dévoilant de nouveaux horizons, de nouvelles dimensions. Une cornemuse lointaine joue une mélodie mélancolique accompagnée par le bruissement des arbres sous le vent. Mike s'approche du jeune élève, le regard intense. À 10 000 unités bovis, un pratiquant d'arts martiaux commence à percevoir le monde différemment. Il ressent l'énergie des autres, il comprend les subtilités des interactions humaines. Il voit au-delà des apparences. Mais ce n'est pas la limite. Avec une pratique intense et une vie harmonieuse, en évitant les polluants comme l'alcool, le tabac ou une alimentation déséquilibrée, un être humain peut atteindre 20 000 ou même 30 000 unités bovis. À ce niveau, sa perception du monde devient mystique. Alain ouvre de grands yeux. 20 000, 30 000, c'est inimaginable. Que se passe-t-il à ce niveau? Mike répond avec une gravité empreinte de sagesse. À ce stade, tu ne vis plus seulement dans le monde physique. Tu perçois des réalités que les autres ne peuvent même pas concevoir. Les couleurs, les sons, les énergies autour de toi prennent une intensité nouvelle. Tu ressens une connexion profonde avec l'univers, comme si tu faisais partie intégrante d'un tout. Mais cela vient avec une responsabilité, Alain. Le vent s'engouffre dans la pièce, faisant danser la flamme du feu et agitant un carillon suspendu près de la porte. Mike fait une pause, laissant les mots s'imprégner dans l'esprit de son élève. Mike reprend avec une pédagogie assurée. Je vais te donner une autre image. Imagine une voiture. Pour un enfant aveugle, une voiture se limite à 4 sièges, car c'est tout ce qu'il connaît. Il ne peut percevoir les lignes extérieures, la mécanique complexe, ou même son impact sur l'environnement. De même, une personne à faible niveau bovis ne peut comprendre la profondeur du monde. Elle est comme cet enfant, limitée par ses sens et son énergie. Un silence s'installe, ponctué par le bruit léger des branches frappant une fenêtre sous l'effet du vent. Alain, plongé dans ses pensées, demande d'une voix hésitante. Alors, maître, comment puis-je atteindre ce niveau de perception? Mike se redresse, le visage empreint d'une intensité nouvelle. En pratiquant avec discipline et sincérité. Le Qigong, le Tai Chi Chuan, la méditation, le Kung Fu, ce ne sont pas de simples exercices physiques. Ils sont des outils pour élever ton énergie, pour purifier ton corps et ton esprit. Plus tu montes, plus tu deviens conscient. Mais sache ceci, Alain. Atteindre ces sommets peut te rendre isolé. Peu de gens comprendront ce que tu vois ou ressens. C'est un chemin exigeant, mais magnifique. Un sourire éclaire le visage de Mike alors qu'il s'approche d'Alain. Il pose une main ferme mais bienveillante sur son épaule. Ici, dans ce temple, tu ne seras plus Alain. Ce nom appartient à ton passé. À partir de maintenant, tu seras Hiji. Alain, désormais Hiji, redresse la tête, une étincelle d'émotion traversant ses yeux. Hiji, que signifie ce nom? Mike répond, sa voix vibrante de respect et de certitude. Hiji signifie honneur, esprit chevaleresque, mais aussi devenir. Cela reflète ton chemin. Tu es destiné à enseigner, non pas seulement par des mots, mais par l'exemple. Bienvenue, Hiji, dans le temple aux 1000 lumières. Le chant des cornemuses s'élève à nouveau dans les Highlands, accompagné par le murmure des arbres. À l'extérieur, un faucon fend l'air avec grâce, symbolisant le début d'une transformation profonde pour celui qui porte désormais le nom d'Hiji.